Pour parler des armes de la désinformation, je crois qu'il faut procéder en plusieurs étapes. La première étant forcément de définir de quoi on parle. Donc de travailler sur le concept, qu'est-ce que la désinformation, ou qu'est-ce que, comme on préfère l'employer chez nous, qu'est-ce que sont les manipulations de l'information. Donc la désinformation en général, c'est généralement défini comme la diffusion intentionnelle d'informations qui seraient fausses ou trompeuses. Donc ce n'est pas forcément que faux, et ça c'est important. Ça peut être aussi exagéré, ça peut être déformé, ça peut être donc trompeur. Mais ça doit être intentionnel, parce que si cette diffusion d'une information qui est donc fausse ou trompeuse n'est pas intentionnelle, on ne parle pas de désinformation, mais d'un néologisme qui n'est pas très élégant, on parle de mésinformation, d'après l'anglais. Et à ce moment-là, c'est une erreur. Il peut arriver à tout le monde, naturellement, de diffuser des erreurs. Ce n'est pas nécessairement de la désinformation. Je préfère parler de manipulation de l'information, qui est le vocabulaire, comme l'a rappelé le général Durieux, que nous avions identifié et promu aussi en 2018 et l'année avant, en 2017-2018, quand on travaillait sur ce rapport que vous avez peut-être vu, qui est disponible en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'heure actuelle, qui s'intitule donc « Les manipulations de l'information, un défi pour nos démocraties ». Donc c'est un rapport qui a été fait par le CAPS et par l'IRSEM, et dans ce rapport et des notes internes également qu'on avait faites à la même période, on avait proposé l'expression manipulation de l'information, qui depuis a été largement adoptée par le gouvernement et aussi de plus en plus par des auteurs étrangers, des rapports parlementaires en anglais ou dans d'autres langues. La manipulation, elle est délibérée, donc elle suppose l'intention de nuire, ce qui est un critère important. Elle est aussi clandestine, c'est-à-dire que ces victimes en sont inconscientes. Autrement dit, vous êtes manipulé lorsque vous ignorez que vous l'êtes. Si vous savez que vous êtes manipulé, vous ne l'êtes plus, par définition. Et dans le rapport CAPS-IRSEM, nous nous intéressions à certaines manipulations d'information, certains types de manipulations d'information, qui étaient celles qui cumulaient 3 critères. Une campagne coordonnée de diffusion de nouvelles fausses ou sciemment déformées, avec l'intention politique de nuire. Intention politique parce que l'intention de ces campagnes peut aussi être commerciale, par exemple. Il y a beaucoup de campagnes de publicité qui sont en réalité des manipulations d'information, mais leur intention n'est ni politique ni hostile. Elle est de vous vendre quelque chose. Donc là, c'est une distinction aussi à avoir en tête. Donc cette définition étant posée, il faut rappeler évidemment que les manipulations d'information ne sont pas un phénomène nouveau. Que l'information est manipulée depuis aussi longtemps que l'information existe, mais il y a tout de même une actualité récente dont témoigne le fait, par exemple, que c'est en 2016 et pas avant que l'expression fake news, que vous connaissez tous maintenant, a explosé, a fait son entrée d'ailleurs dans les grands dictionnaires, et ça correspondait avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ce qui n'est évidemment pas un hasard. Et les manipulations d'information se manifestent aujourd'hui dans de nombreux événements ou apparences, que sont notamment les ingérences électorales, donc des ingérences dans des processus démocratiques, pas seulement des élections, mais aussi des référendums. Donc là, il y a des cas qui sont bien connus depuis quelques années, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France en 2017, en Allemagne, à Taïwan, notamment en 2018 et en 2020. Mais pas seulement pendant les élections. Il est important de comprendre que c'est une menace qui est quotidienne, c'est une menace qui est liée à des événements ou à des mouvements sociaux, à tout ce qui a le potentiel de diviser et d'affaiblir nos sociétés démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle en France, on a vu ces manipulations d'information arriver, être exploitées et connaître des pics pendant les Gilets jaunes, par exemple, ou alors pendant l'incendie de Notre-Dame, où énormément de théories conspirationnistes et de manipulation d'information ont été véhiculées à ce moment-là, également plus récemment au sein des mouvements dits anti-vax, etc. Donc c'est surtout pas propre aux élections. Et dernier élément, dernier critère intéressant, c'est à la fois, ça peut être à la fois endogène et exogène, c'est-à-dire que ces manipulations peuvent venir de l'extérieur, et souvent, c'est là qu'elles attirent le plus l'attention. Donc on va pointer du doigt un tel, en généralement la Russie, la Chine, quelques autres acteurs. Mais elles peuvent aussi venir de l'intérieur. Et la difficulté est de distinguer entre les deux, entre une menace qui est exogène et une menace qui est endogène. La distinction en pratique est très difficile parce que de plus en plus souvent, les acteurs extérieurs avec une intention hostile qui cherchent à nous attaquer dans le champ informationnel passent par ce qu'on appelle des proxys, des relais locaux, des intermédiaires, qui sont, eux, des mouvements nationaux. Donc il est difficile souvent de savoir d'où vient la fausse information
ou son amplification. Voilà pour la présentation générale. Maintenant, un deuxième point sur les causes, c'est-à-dire pourquoi, au fond, est-ce qu'on est confronté à ce phénomène aujourd'hui? Quelles sont les causes du problème? Je distinguerai 3 types de raisons. Il y a des raisons psychologiques, des raisons épistémologiques et puis des raisons sociologiques. Les raisons psychologiques, elles sont très simples et chacun en fait l'expérience. La première, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler la paresse intellectuelle. Et à ce titre, nous sommes les premiers responsables de la diffusion des fausses informations parce que nous n'exerçons pas suffisamment notre esprit critique. C'est la première vulnérabilité, elle est à l'échelle individuelle, c'est cette paresse intellectuelle qui fait que nous croyons ce que nous voyons ou ce que nous lisons et que, par exemple, nous relayons sur les réseaux sociaux des informations sans les avoir vérifiées, sans même parfois, souvent, avoir lu les articles. On va parfois partager des articles sans les avoir lus, ce qui est très mauvais. Évidemment, donc maintenant, les réseaux sociaux vous suggèrent de lire avant de partager, ce qui est une bonne idée, mais voilà, c'est essentiellement la paresse intellectuelle qui est la première vulnérabilité. Donc c'est des raisons psychologiques. Une autre raison psychologique importante et très commune, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est le fait de privilégier des informations qui confirment nos préjugés. On a tous des préjugés, des préférences, des croyances qui correspondent à notre éducation, notre milieu culturel, etc. Et nous sommes tous victimes de ce biais de confirmation. Et un troisième élément de nature psychologique qui a été tout à fait démontré par des études scientifiques, c'est le fait que les fausses nouvelles se propagent en réalité plus vite que les vraies nouvelles. Parce que les fausses nouvelles sont en général plus sensationnelles, plus sensationnalistes, elles sont plus choquantes, elles sont plus attractives. Et donc, pour ces raisons formelles, qu'elles soient vraies ou fausses, peu importe, elles se propagent plus vite, elles sont plus virales. Et ça a été démontré. Ensuite, il y a des raisons épistémologiques, c'est-à-dire qui ont un lien avec la connaissance et l'accès à la connaissance. Et ça, ce sont des mouvements qu'on voit dans nos sociétés et qui correspondent à la hausse du conspirationnisme, la hausse du révisionnisme historique aussi, la hausse du relativisme, un essor de ce qu'on appelle des pseudosciences, et de tout cet ensemble qu'on peut appeler la contre-connaissance, une remise en cause, autrement dit, de l'esprit des Lumières, une remise en cause de la distinction grecque classique ancienne entre épistémé et doxa, c'est-à-dire entre ce qui relève de la science et ce qui relève de l'opinion. Et tout ça menace la possibilité même de la vérité. Autrement dit, on arrive à un état de confusion intellectuelle dans lequel il n'y a plus de faits, il n'y a plus de vérité possible, il n'y a plus d'objectivité possible, tout n'est qu'opinion. C'est ton avis, c'est le mien, peu importe, on ne peut pas savoir. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui, sur la guerre en Ukraine, sont dans cet état de relativisme dans lequel cherchent d'ailleurs à nous pousser les Russes. D'où l'expression d'ère post-vérité. On est au-delà de la vérité. Il y a aussi néanmoins des raisons sociologiques et notamment une crise de confiance dans les institutions. On vit une crise de la démocratie, on voit une abstention croissante aux élections, une défiance de l'opinion à l'égard des élus, voire une remise en cause des valeurs démocratiques et libérales. Il y a aussi toute une littérature sur ce qu'on appelle le phénomène de régression démocratique dans le monde, et on a aussi quelques exemples en Europe. Il y a un rejet des élites, une polarisation identitaire, etc. Mais il y a aussi une crise de la presse, qui est à la fois une crise du modèle économique, avec un primat de la quantité sur la qualité, même s'il y a aussi une réémergence en ce moment très intéressante du journalisme d'investigation et des longs papiers qui vraiment donnent un nouveau souffle, je trouve, mais néanmoins, globalement, le modèle économique est quand même fragile. Et puis aussi une crise des normes, avec ce qu'on peut appeler le pouvoir égalisateur des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde, au fond, est un journaliste ou un reporter, et tout le monde peut parler à tout le monde. On n'a plus besoin de passer par des canaux privilégiés, que sont les journalistes ou les médias, ou des journaux ou des télévisions. Et grâce aux réseaux sociaux, n'importe qui, tous les individus ont accès et on peut avoir un impact sur tout le monde. Il y a un pouvoir égalisateur qui fait que, pour certains internautes, ils peuvent se dire qu'à la limite, l'avis du Monde ou du New York Times vaut autant que l'avis de monsieur machin, qui a beaucoup d'abonnés et qui donne une simple opinion qui n'est pas fondée sur une enquête journalistique. Donc, une crise des normes. Et puis, il y a évidemment, et ça a été le changement majeur, le game changer au cours des dernières années, c'est le développement des plateformes numériques. Puisque la diffusion des technologies de publication numérique, donc les réseaux sociaux, en clair, a rendu, mais aussi les sites Internet, évidemment, a rendu plus facile de créer de fausses histoires. D'ailleurs, certaines de ces fausses histoires sont désormais créées par intelligence artificielle, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Internet a rendu plus facile de les publier et les réseaux de les diffuser. Donc non seulement c'est plus facile, mais c'est aussi beaucoup plus rapide. Et là, on peut faire une comparaison simple pour vous le rappeler.
si on compare deux fausses nouvelles ou deux opérations de désinformation assez connues, d'une part l'opération Infection avec un cas ou Denver, comme elle a aussi été appelée dans les années 80, qui a été faite par le KGB, et sa version nouvelle, chinoise, en réalité, qu'on a vue en février-mars 2020. Donc la première opération a consisté pour le KGB à faire croire à l'origine américaine, en l'occurrence la CIA, du virus du sida, entre 1983 et 1987. Comment ils ont fait? Ils ont planté cette fausse histoire dans un journal régional indien, évidemment, puisqu'il faut se démarquer, et l'histoire a mis 4 ans à atteindre une audience globale et les grands journaux et les grands médias, y compris occidentaux. Donc 4 ans, entre 83 et 87. À peu près la même histoire, c'est-à-dire l'origine américaine du coronavirus en février 2020, poussée par les Chinois, histoire qui continue à pousser, mais l'opération a surtout eu lieu en février et mars 2020. En quelques jours, la propagation se fait. C'est-à-dire qu'en réalité, à cause des réseaux sociaux, en quelques heures ou en quelques jours, vous pouvez atteindre les millions de personnes qu'avant il vous fallait des années pour une histoire qui était plantée de manière anonyme dans un petit journal pour qu'elle puisse se propager in fine à une audience globale. Donc c'est une différence de degré. Certains disent la désinformation a toujours existé. Évidemment, oui, c'est vrai. Donc c'est une différence qui n'est que de degré, mais elle est telle qu'elle ressemble beaucoup à une différence de nature, parce que cet impact, cette rapidité de propagation, cette viralité, sans jeu de mots, est vraiment remarquable. Maintenant, donc on a vu les causes, maintenant la question de la prise de conscience. On sait ce que c'est, on en comprend les causes. Quand est-ce qu'on en a pris conscience? En réalité, ce phénomène, on en a pris conscience récemment, en tout cas dans le monde occidental, et surtout depuis 2014, suite notamment à l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, qui était évidemment accompagnée à l'époque d'un grand nombre de productions de manipulation de l'information, de désinformation, sur certains sujets ciblés, comme par exemple le crash du MH17, donc l'avion, vous vous souvenez peut-être, mais surtout, plus récemment en 2016, l'élection présidentielle américaine. C'est là qu'on a pris conscience que nous étions, y compris les grandes démocraties libérales de l'Ouest, y compris la première puissance mondiale, vulnérables à ces attaques. Et il faut rappeler que pour certains pays, notamment d'Europe centrale, orientale et nordique, si vous parlez à des Scandinaves, si vous parlez à des Tchèques, si vous parlez évidemment à des Ukrainiens, à l'époque déjà, ils vous disaient, mais pour nous, c'est absolument pas nouveau. Pour nous, il y a une continuité, il n'y a pas d'avant et d'après de guerre froide, c'est pareil, on a toujours été soumis au feu roulant de la désinformation russe. Simplement, nous, on n'écoutait pas, on pensait que c'était lié à une perspective régionale, à une vulnérabilité qui est liée à leur histoire, à leur langue, mais en réalité, c'est quelque chose qui peut aussi nous toucher et qui nous a touchés au cours des dernières années. En France, cette prise de conscience, elle date de 2017, de l'opération dite des Macron Leaks durant la campagne présidentielle. Donc, les Macron Leaks, en une phrase, c'était une campagne de désinformation qui visait le candidat Emmanuel Macron, plus une campagne dite de hack and leak. Les opérations de hack and leak sont des opérations qui sont assez complexes, qui sont une combinaison de piratage de données, souvent de manipulation de ces données et de fuite de ces données après, pour tenter de nuire en le discréditant à un candidat. Alors maintenant, les acteurs. Les acteurs, qui fait quoi? Alors les principaux acteurs de ces manipulations de l'information sont des États. En premier lieu, la Russie, donc c'est l'histoire, cette progression de la prise de conscience depuis 2014 que je viens de vous décrire. On peut le voir aussi tous les jours en ce moment avec la guerre en Ukraine. Il suffit de suivre le compte Twitter de l'ambassade de Russie en France et les nombreux trolls et agents d'influence qui propagent sa propagande pour mesurer l'ampleur des manipulations de l'information qu'elle produit, notamment sur le massacre de Boutcha, mais aussi de manière générale sur les exactions commises sur les civils. Mais il n'y a pas que la Russie, évidemment. La Russie n'est pas le seul État dont les manipulations de l'information visent à affaiblir et déstabiliser nos démocraties. Il y a aussi la Chine. Il y a parfois la Turquie, l'Iran et d'autres. Et il y a aussi de plus en plus des acteurs non étatiques qu'il ne faut pas oublier et qui sont une menace croissante, et notamment, et on l'a vu en 2017, parce que ce n'était pas qu'une opération russe, c'était en réalité une combinaison, ce qu'on appelle l'American Alt-Right, donc les Trumpistes, les courants pro-Trump de cette droite américaine, les mouvements QAnon, les mouvements anti-vax, des populistes d'extrême droite comme d'extrême gauche, etc. Sur ce sujet,
la Chine a plusieurs points communs avec la Russie. Ce sont deux pays qui conçoivent les opérations d'influence, dont la désinformation, comme une activité normale. Ce sont deux pays qui, sur leur propre population, utilisent ces moyens pour contrôler ce que les gens pensent et disent, puisque ce sont deux régimes qui sont autoritaires. J'allais dire au moins autoritaires, en tout cas dans le cas chinois. Même si la société russe est en train d'évoluer rapidement aussi. Les deux voient ces activités dans un continuum entre la guerre et la paix. Ça, c'est intéressant parce que nous, on a tendance à distinguer très clairement les deux. On est en période de paix, on n'est pas en guerre, ou en tout cas, on est en guerre à l'extérieur, on n'est pas en guerre chez nous, etc. Tandis que ce soit en Chine ou en Russie, ils peuvent tout à fait se considérer en guerre, dans ce qu'ils appellent leur doctrine des trois guerres, dans le cas chinois, guerre de l'opinion publique, guerre psychologique, guerre du droit. Et ça, c'est ce que nous appellerions en temps de paix. Les principales différences néanmoins avec la Russie dans le cas chinois sont la position dans le monde d'abord, puisque la Chine est plus forte, elle a une position dominante, elle dispose de nombreux leviers qui sont des leviers notamment économiques, des incitations ou des corruptions. Le plus souvent, pour convaincre la Chine n'a pas besoin de faire autre chose que de donner de l'argent. Elle bénéficie également de l'ordre international actuel, autrement dit, son but n'est pas de bouleverser ou de briser cet ordre, mais plutôt de le façonner, de le modifier en le façonnant. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'elle est une puissance révisionniste, ce dont d'ailleurs elle ne se cache pas. Les cibles, il y avait aussi une différence pendant longtemps, puisque la Chine s'intéressait principalement à sa diaspora, mais elle avait une compréhension très extensive de sa diaspora. En réalité, toute personne d'origine chinoise, même si sa famille est à l'étranger depuis des générations, était considérée comme chinoise et donc comme une cible potentielle, c'est-à-dire comme un danger potentiel qui pouvait importer, contaminer par l'extérieur, par les démocraties libérales, les valeurs démocratiques et libérales en Chine continentale. La Russie s'intéresse aussi à sa diaspora dans certains pays où cette diaspora est importante, mais sa cible particulière pour les opérations de manipulation d'information, c'est plutôt le grand public, et voire certaines franges politiques, comme les extrêmes, les populistes, les anti-européens, les anti-OTAN, les anti-américains, etc., qu'elle va identifier, courtiser, parfois recruter. Que fait la Chine sur les réseaux sociaux notamment? Elle cherche à simuler l'authenticité de ses opérations informationnelles. En ayant notamment recours à des faux comptes, à des trolls et à ce qu'on appelle de l'astro-surfing, c'est le fait de simuler un mouvement populaire spontané, faire croire qu'un grand nombre de personnes, de manière spontanée, réclament ou disent quelque chose ou font un commentaire de politique étrangère ou de politique intérieure. Pour ça, elle utilise un grand nombre de ce qu'on appelle des commentateurs Internet, qui, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'armée des 50 centimes, c'est une mauvaise expression, ils ne sont pas payés 50 centimes, mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins payés pour ce qu'on appelle guider l'opinion publique. Par exemple, 25 $ pour un message original de plus de 400 caractères ou 40 centimes pour le signalement qui conduira à la suppression d'un commentaire négatif. Donc il y a bien une armée, mais ce n'est pas nécessairement 50 centimes. Et puis sur la scène internationale, ces trolls chinois sont beaucoup plus agressifs et en général ils sont contrôlés soit par l'APL, l'Armée populaire de libération, soit par la LJC, c'est-à-dire la Ligue de la jeunesse communiste, et ils entretiennent diverses polémiques, insultes, harcèlent, etc. Et puis un phénomène intéressant, c'est que depuis 2019, Twitter, Facebook, YouTube et certains autres réseaux n'hésitent plus à identifier ces campagnes coordonnées comme étant d'origine chinoise. Et des dizaines de milliers de comptes ont été suspendus depuis quelques années. Donc j'en viens maintenant à la question de la réponse. Face à ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce tableau, ce panorama d'activités hostiles, qu'est-ce qu'on peut faire? Une question préalable quand on s'intéresse à la réponse, c'est la question de la réciprocité, c'est-à-dire qu'il faut commencer par se demander dans quelle mesure est-ce qu'il faut répondre de la même manière qu'on est attaqué. Je le dis parce que ça peut être tout à fait tentant. Est-ce qu'il faut manipuler l'information chez ceux qui le font chez nous? Est-ce qu'il faut pratiquer l'ingérence électorale chez ceux qui le font chez nous, etc. Alors, ça peut être tentant, y compris pour certains États, mais c'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça finira par se savoir. La question de la clandestinité, d'ailleurs, c'est un sujet de recherche en soi très intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de mener des opérations clandestines? C'est de plus en plus difficile en vérité. Et c'est exactement ce qu'apprend à ses dépens le GRU, donc le service de renseignement militaire russe, dont de nombreuses opérations sont exposées par Bellingcat. Donc lorsque vous faites quelque chose de manière clandestine, même si vous êtes bien intentionné, vous êtes un service d'un État, d'une démocratie libérale par exemple, ça finira par se savoir, vous finirez par être exposé, ça va vous discréditer et vous donner en réalité des billes à votre adversaire pour vous critiquer et pour démonétiser votre parole. Tout ce que vous direz ensuite sera, et toutes les critiques que vous formulerez à son endroit seront démonétisées.
Ça risque par ailleurs de ne pas être efficace parce qu'il y a en réalité une asymétrie des milieux qui est en notre défaveur. En réalité, le problème auquel on est confronté, on le voit bien, puis même aujourd'hui dans le cas de la guerre en Ukraine, les régimes autoritaires peuvent facilement agir chez nous parce que les environnements des démocraties libérales sont des environnements dits permissifs. Et c'est normal, c'est ce qui fait que la démocratie est effectivement une démocratie et qu'elle est libérale. Alors qu'inversement, parce que nous sommes dans des sociétés ouvertes et eux dans des sociétés fermées, nous ne pouvons pas faire chez eux ce qu'ils font chez nous. Par exemple, aujourd'hui, comment atteindre la population russe? Comment voulez-vous parler, dire des choses à la population russe? Pas par la télévision, qui est entièrement contrôlée par le Kremlin, pas par des sites Internet dont la plupart sont bloqués. Il y a la question des radios à ondes courtes. On m'a dit récemment 1% de la population qui est équipée de postes et qui les écoute, donc c'est quand même très très mineur. Donc il y a une asymétrie des milieux et de l'impact qu'on peut avoir sur les populations des uns et des autres. Et puis au fond, parce que faire tout ça nous ferait perdre le sens de notre engagement, à quoi bon dénoncer leurs actions si nous faisons la même chose qu'eux? Donc la solution n'est pas ça. La solution, c'est plutôt de renforcer notre résilience, c'est-à-dire accepter le fait qu'on sera attaqué, et on va continuer à l'être. Il faut renforcer la résilience de nos institutions et nos sociétés. Les menaces hybrides, pas que les manipulations de l'information, il y en a d'autres. Il y a des cyberattaques, il y a d'autres modes de déstabilisation, de subversion de nos sociétés. Elles ciblent nos vulnérabilités. Donc la première chose à faire, c'est de faire un inventaire de ces vulnérabilités, de les comprendre. Quelles sont nos vulnérabilités? Comment les renforcer? Il faut mieux identifier et comprendre la menace. Ça passe par la collecte de renseignements, évidemment, le partage des capacités, mais aussi davantage de recherche académique sur ces sujets. Plus il y aura de chercheurs qui travailleront sur ces menaces, plus on pourra les comprendre et plus on pourra lutter contre elles. Il faut évidemment améliorer la coordination entre les différents acteurs, c'est-à-dire avoir une approche interagence à l'échelle nationale, mais aussi internationale, et davantage se parler les uns les autres sur ces sujets. Le problème, évidemment, c'est que partager sur ces sujets, c'est partager des vulnérabilités, et que donc la plupart des États sont réticents à partager ces vulnérabilités, qui les exposeraient, même vis-à-vis de leurs alliés les plus proches. Il faut aussi développer des outils juridiques ou politiques. Et il faut, d'une manière générale, je dirais, agiliser notre comportement, notre fonctionnement, parce que répondre aux menaces hybrides implique de réagir vite et souvent de manière décloisonnée et transversale, puisque les menaces hybrides ne vont pas concerner, par exemple, que le ministère des Armées, que le ministère des Affaires étrangères, que le ministère de la Justice, que le ministère de la Culture ayant la main sur l'ARCOM et CSA. En réalité, tous ces ministères sont concernés. Donc il faut réagir de manière rapide et transversale. Autrement dit, là, il faut comprendre que notre premier ennemi n'est pas la Russie, c'est pas la Chine. Notre premier ennemi, comme je le disais tout à l'heure, à l'échelle individuelle, psychologique, avec la paresse intellectuelle, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est plus précisément, à l'échelle collective, notre bureaucratie. On pourrait dire que les États qui sont les plus bureaucratiques et les plus verticalisés sont aussi les plus vulnérables, et que ceux qui ont une organisation plus légère et plus transversale, et notamment les Scandinaves, les Baltes et le Canada, sont des modèles intéressants, d'où l'intérêt de discuter avec eux de ces sujets. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous les modèles sont transposables. On a aussi des traditions différentes. On a des démographies différentes dont il faut tenir compte. Mais ce caractère agile et transversal des bureaucraties est important. J'aimerais, pour finir, pointer 5 limites, puisqu'on a vu qu'il y avait des réponses possibles. En réalité, il y a aussi des limites à ces réponses. 5 limites des mesures prises pour lutter contre la désinformation au cours des dernières années. La première limite, c'est ce qu'on appelle la vérification des faits. Vous avez tous entendu parler du fact-checking. On devrait le dire en français, la vérification des faits. C'est quelque chose qui est nécessaire. Les médias le font de plus en plus. C'est très important, il faut le faire, mais il faut avoir conscience des limites de la vérification des faits. C'est nécessaire mais insuffisant, autrement dit, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que l'efficacité de la vérification des faits est discutée. Pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est de nature corrective, c'est-à-dire parce qu'elle vient, par définition, post-facto. Vous faites du fact-checking quand déjà une fausse nouvelle circule. Vous voulez la corriger. Donc souvent, lorsque vous arrivez à faire cette correction, le mal est fait, vous arrivez trop tard, et vous ne pouvez pas en réalité effacer l'impact psychologique qu'a eu la première fausse nouvelle ou trompeuse qui a été diffusée. Par ailleurs, des études montrent que le cerveau humain est résistant à la correction. Ça, c'est très intéressant. Des études montrent que la plupart des gens continuent de diffuser une information dont ils reconnaissent ou savent la fausseté. Ils continuent de la diffuser parce qu'elle coïncide avec leurs préférences ou parce qu'ils peuvent trouver que c'est drôle. Il y a aussi ça. Ou parce que c'est choquant. Et même s'ils savent que c'est faux.
Et par ailleurs, la correction peine souvent à atteindre sa cible à cause d'une sorte de parallélisme des audiences, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus susceptibles de lire des fausses nouvelles sur des sites douteux, en général, qui produisent des informations de mauvaise qualité, et d'être convaincues par elles, ces personnes-là, en général, ne sont pas les mêmes que celles qui fréquentent les sites sérieux qui font du fact-checking. Donc c'est ça la question. Si vous lisez et que vous êtes influencé par une fausse nouvelle qui est, par exemple, véhiculée par RT ou Sputnik, et que le décodex du Monde fait un fact-checking efficace, bah, le problème, c'est que souvent, les personnes qui ont lu et sont convaincues par RT et Sputnik ne vont pas lire le décodex du Monde en même temps. Donc il y a un parallélisme des audiences qui fait que ces deux audiences ne se rencontrent pas. Donc comment faire en sorte de les croiser? Et puis la deuxième raison, c'est que ce qui compte au fond n'est pas tant les faits que les histoires. Et ça, c'est un message très important, je crois. Peu importe au fond que nous ayons raison quand on veut corriger quelqu'un ou une fausse rumeur qui circule, tant que nos adversaires auront de meilleures histoires, c'est eux qui vont continuer à gagner. Corriger des fausses informations n'empêchera pas ces fausses informations d'être propagées, parce que pour une certaine frange de la population, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas nécessairement la vérité, ce sont de bonnes histoires, qu'elles soient vraies ou pas, et des histoires qui sont conformes à leurs préférences. Donc, le message principal que j'aimerais faire passer, c'est le suivant. Nous ne sommes pas en réalité dans une guerre de l'information, où il faudrait corriger une information qui serait mauvaise. Nous sommes dans une guerre des narratifs, une guerre des récits. Et que pour l'emporter dans cette guerre-là, il ne faut pas seulement réfuter des informations qui seraient fausses ou qui seraient biaisées et qui nous visent, parce que les gens ne sont pas en réalité des êtres rationnels, même si on a trop tendance, moi le premier, à surrationaliser. Il faut aussi proposer un autre récit, il faut proposer un récit alternatif, une autre histoire qui est susceptible de les intéresser davantage. Et comment on fait ça? Eh bien, souvent, ce qui les intéresse, ce sont des enquêtes du type « qui a fait quoi ?» ou « qui est derrière telle tentative de manipulation ?» Autrement dit, une manière réflexive et intelligente de lutter contre ça, c'est d'exposer les attaquants, d'exposer leurs méthodes, leur identité, s'il est possible de l'établir. Et c'est l'un des meilleurs moyens de paralyser une attaque en réorientant l'attention du public, non pas sur le contenu de l'attaque qui vous ferait croire à ce qu'ils disent, mais sur l'origine de l'attaque. Qui est derrière cette attaque, si quelque chose arrive, par exemple, dans les prochaines semaines? Plutôt que de s'intéresser à ce que l'attaque dit, révèle, c'est-à-dire elle cherche à vous influencer dans un certain sens, travailler sur qui est derrière, quelles sont les méthodes utilisées, quelles étaient l'intention. Et ça, c'est aussi une démarche qui peut passionner la population. La deuxième limite, c'est que la lutte contre les manipulations de l'information, même lorsqu'elle est bien intentionnée, peut constituer une menace pour les valeurs démocratiques et libérales, en particulier la liberté d'expression. Et la preuve, c'est qu'on va utiliser les mêmes méthodes, par exemple la législation, dans des démocraties. La France a légiféré, la loi contre les manipulations de l'information en 2018. L'Allemagne a légiféré avant la France. Taïwan a légiféré. Donc des démocraties légifèrent, mais aussi la Russie, la Chine, la Biélorussie, le Venezuela, des pays qui ne sont pas exactement des démocraties et qui, elles aussi, légifèrent, et avec des effets qui sont donc différents, puisque l'écosystème médiatique et des contre-pouvoirs n'est pas le même. Donc, pour éviter cette confusion et pour éviter cette dérive qui peut être une dérive autoritaire, il faut garder à l'esprit le fait que le premier rempart contre les manipulations de l'information doit rester non pas l'État, mais la société civile. Et c'est de cette manière qu'on va préserver nos valeurs, puisque c'est exactement ce qui différencie les démocraties libérales des régimes autoritaires. Donc pour lutter contre la désinformation, il peut y avoir un rôle pour l'État, et c'est normal que les agences s'organisent, etc. Mais ceux qui sont en première ligne et qui doivent le rester dans des démocraties libérales, ce sont les journalistes, les chercheurs, les think tankers, les ONG, les organisations de fact-checking, etc. Et certainement pas l'État. Troisième limite, beaucoup d'États se focalisent sur les élections, et on peut le comprendre, mais comme je le disais tout à l'heure, la menace, il ne faut pas perdre de vue cette réalité, elle est quotidienne, qu'elle soit d'ailleurs cyber ou informationnelle. Donc les mesures que vous prenez contre les manipulations de l'information ne doivent pas être des mesures qui sont limitées aux périodes électorales. On a pu tomber dans ce travers. Quatrième limite, il y a des formats de coopération à l'échelle internationale, notamment au sein de l'UE, de l'OTAN et du G7, sur ces questions-là, de lutte contre les menaces hybrides et de lutte contre les manipulations d'informations, mais ils sont en général imparfaits parce qu'ils sont souvent soit trop larges, soit trop étroits, et dans tous les cas, ils sont très hétérogènes. C'est pourquoi il y a de plus en plus d'appels à la constitution d'une forme d'alliance des démocraties, alliance ad hoc d'États démocratiques qui partageraient les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, et pour travailler ensemble sur ces sujets.
Il faut faire attention à ce genre d'appel, c'est à double tranchant, ça peut être très exclusif et excluant pour certains États, ce n'est pas forcément utile, mais en tout cas, on n'a pas encore trouvé le bon forum de coopération internationale. Et enfin, cinquième et dernière limite, et je m'arrêterai là, les plateformes numériques, elles sont très critiquées, vous les connaissez, hein, les réseaux sociaux. Elles ont en réalité fait des progrès importants en matière de partage d'informations ces dernières années, et on ne peut plus, pendant longtemps, on pouvait leur reprocher de ne rien faire. Et c'est vrai qu'elles ont laissé faire. C'est pas vrai, elles ne font pas rien. Mais le problème maintenant, c'est qu'elles ne sont pas assez transparentes. Elles ne disent pas assez ce qu'elles font. Donc là, il y a aussi des progrès à faire. Exiger d'elles davantage de transparence. Et je vais vous donner un exemple concret. Lorsque Facebook, par exemple, fait ce qu'on appelle un takedown, c'est-à-dire supprime un grand nombre. Facebook, il y a une organisation avec un service entier qui est dédié à ça, détecte une opération coordonnée sur ces réseaux, supprime un grand nombre de comptes et ou de pages. Lorsqu'elle le fait, elle peut en avance, parce que le problème lorsque vous supprimez, c'est que vous supprimez les preuves. Vous supprimez aussi les possibilités de recherche. Donc c'est embêtant. Elle peut en avance donner ces données à des think tanks ou des instituts de recherche ou des centres de recherche qui peuvent les traiter. Et par exemple, il y a des accords entre Facebook et puis Graphica, qui est un centre qui est basé à New York, et qui en bénéficient. Et ils l'ont fait récemment en disant, voilà, on a détecté une campagne coordonnée qui est liée au renseignement militaire russe. Voici les données. Voilà. Le problème, c'est qu'en réalité, Graphica, qui reçoit ce paquet, n'a aucun moyen de vérifier l'attribution. Ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien, est-ce que la source est bien le renseignement militaire russe? On n'a pas moyen de le vérifier. Donc les réseaux sociaux ne partagent pas les raisons pour lesquelles, et leur méthode d'attribution, les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à dire c'est un tel, c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est tel mouvement, etc. Donc il faudrait aussi avoir différents moyens pour les plateformes de partager en toute confiance avec certains interlocuteurs. En conclusion, vous avez compris qu'il reste des progrès importants à faire dans de nombreux domaines pour lutter contre les manipulations d'informations, mais s'il y a une condition qu'il faut retenir et qui me semble plus importante que toutes les autres, c'est la connaissance. Parce que pour répondre à ces manipulations, comme d'une manière générale à toutes les menaces hybrides, il faut d'abord les connaître. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas répondre si vous ne connaissez pas. Et donc, il faut d'abord les étudier. Et il faut aussi les faire connaître, c'est-à-dire il faut les exposer, il faut publier. C'est très important d'exposer les motivations, les modes opératoires aussi pour sensibiliser les populations. Pardon. Et c'est exactement le rôle des chercheurs, des think tanks et d'un institut comme l'IRSEM. C'est aussi pour ça qu'on a développé ces sujets au cours de ces dernières années. Merci de votre attention. Merci, mon général.